Mesdames, Messieurs, bienvenue. Première précipitation du mois de septembre sur le Bénin et déjà le calvaire pour tous. Inondations grande nature, voies impraticables, maisons, écoles, centres de santé difficilement accessibles, des fleuves en crue avec leur corollaire du nord au sud, à chacun ses épreuves. Mais dans l'ensemble, toujours la même ritournelle. Les appels à l'aide se multiplient, les secours aux aguets. Même les grandes villes du pays ne sont pas épargnées. Cotonou, la capitale administrative, reste l'illustration parfaite. Et pourtant, ce ne sont pas des mesures palliatives qui manquent, mais chaque année semble se ressembler. Gestion du risque de catastrophe au Bénin. L'inondation, un phénomène imparable. Le débat, c'est tout de suite. Et maintenant, nous le ferons avec deux spécialistes des questions environnementales. À ma droite, Ilano Maoussé Rontondi. Il est le directeur exécutif de l'ONG GIV Bénin, jeune volontaire pour l'environnement, très actif sur le terrain. Maoussé Rontondi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir partagé. En face de lui, le docteur Enayon Brice Sou. Il est spécialiste des risques et catastrophes. Enayon Brice Sou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci aussi pour la disponibilité. Le plaisir est partagé. Les premières pluies sur Cotonou sont là, mais déjà assez de grincements dedans. Des alertes y est données, semblent aujourd'hui se confirmer chaque jour que les jours passent. Lundi, infernal, mardi ne l'a pas été moins et dame plus n'est pas prête à s'arrêter de sitôt. Maoussé Rontondi, cette première journée, comment vous, spécialistes des questions de l'environnement, l'avez-vous vécu? Oui, avec quelques appréhensions, parce que c'est vrai que il y a 2 mois déjà, on a vu ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Et voilà, on se demandait est-ce que effectivement les prévisions qui tombaient depuis le mois d'octobre allaient effectivement être confirmées. Après, on prie un peu pour que ça n'arrive pas, parce qu'on sait que si jamais ça se passe comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on aurait aussi les mêmes problèmes en termes de pertes matérielles, en termes de pertes en vies humaines. Mais voilà, tout petit, on voit, ça commence. On souhaite que ça s'arrête, bien entendu. Mais nos regards sont surtout tournés vers ce qui mérite d'être fait, ce qui est fait et ce qui aurait dû être fait, peut-être, afin de permettre aux populations de se sentir encore mieux que ce qu'on constate sur le terrain. Alors oui, c'est là aussi la problématique, ce qui est aujourd'hui en train d'être fait, ce qui aurait dû être fait et ce qu'on devra faire pour parer au plus précis. Et ça, nous y reviendrons en entendant la première réaction de Brice Sou, cette première journée de pluie et les jours qui ont suivi par la suite. Comment vous, personnellement, l'avez-vous vécu? Vous savez, je suis fondu en larmes parce que pour moi, l'ignorance est un crime. Puisque depuis des mois, depuis décembre, je lançais l'alerte pour ce qui concerne le caractère exceptionnel de la pluviométrie en 2018 au Bénin. Car lorsque nous avons des records chauds de température, on s'attend à ce que l'évaporation massive des masses d'eau nous conduise à des pluies qui seront plus ou moins torrentielles. Vous avez remarqué que la grande saison pluvieuse nous a fait vivre, où nous avons été sujettes à l'échelle nationale d'un caractère de dérèglement pluviométrique. Et là encore, vous aurez remarqué qu'on s'attendait à une certaine quantité de pluie, où en pleine saison pluvieuse, nous avons subi des poches de sécheresse. Vous allez à Grand Popo en son temps, il y a quelques mois ou quelques semaines, il y a eu même des producteurs de riz qui ont été obligés de faire de l'irrigation. Et là encore, c'est qu'on a une accumulation des vapeurs, des masses d'eau au niveau des nuages qui doivent retomber. C'est une question normale. C'était une évidence. C'était une évidence. À quoi on assiste voilà. Et là, j'ai eu à enchaîner un certain nombre de démarches. J'ai informé l'autorité, le président de la République, qui a instruit le ministre du cadre de vie depuis des mois. J'ai écrit au préfet de Cotonou. J'ai demandé même des audiences. À part le fait que le chef de l'État lui-même me réponde à mes courriers et en instruisant des ministres, quand j'écris à un ministre ou à un préfet, à part le préfet Toboula, qui était un peu pris, mais qui m'a fait recevoir par de tièces. Mais je vous assure que ce qui me fait mal, c'est que en écoutant mes alertes plus tôt, on devrait déjà aller faire un diagnostic de nos ponts qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui.
Et on aurait déjà aménagé ça avant la situation de crise. Oui, la première pluie sur Cotonou ne sont pas, pour l'instant, sans impact. Peut-être pas de grands impacts, mais un impact reste un impact. Brissot, on va peut-être évoluer sur cette brèche avec vous avant de revenir sur d'autres aspects avec M. Ma aussi. Oui, vous avez commencé par parler de ponts qui se sont affaissés. Il n'y a pas qu'un seul, à ce qui paraît, pour les dernières données que nous avons. Vous confirmez ? Je confirme, au nord-est et au nord-ouest du Bénin, vous avez des problèmes aujourd'hui pour aller à Karimama ou pour aller au Niger et les impacts sur le plan économique sont énormes. Alors, qui est responsable de ça aujourd'hui? Il faut se poser la question. N'est-ce pas, Dame Pluie? Je me demande aussi. Alors, oui, ça, c'est ce qui saute à l'œil pour l'instant. Manifestement, 2 ponts très stratégiques qui ont cédé. Les autorités sont déjà à pied d'œuvre pour éviter que le pire n'arrive, parce qu'il y a d'autres voies d'accès encore qui seraient menacées. Et ça, c'est au moins, comme je le disais, le moindre mal. Mais pensez-vous que c'est aussi des cas qu'on aurait pu éviter, par exemple? Je vais vous prendre l'exemple dans certains pays développés, comme la France, comme les États-Unis ou l'Italie récemment, qui a connu. Est-ce que ça fait juste? Oui, c'est pour vous donner une idée. C'est pour vous donner une idée de la responsabilité. Lorsque généralement vous avez un pont, il y a des autorités compétentes qui doivent passer chaque 5 ans, chaque année, chaque 10 ans, etc., pour en faire le diagnostic. Et lorsqu'il y a des prévisions météorologiques, on se pose la question, est-ce que l'ouvrage qui date d'un certain nombre d'années est-il encore en capacité, n'est-ce pas, de supporter la pression du trafic, mais aussi la vitesse avec laquelle l'eau va couler? Est-ce que ce travail a été fait? Nous n'en avons pas l'information ou les preuves. Si ça a été fait, que ça puisse être dit. Ensuite, nous sommes dans un milieu africain où généralement ce type de catastrophe est mis, n'est-ce pas, sur le dos de la volonté divine. Et donc, pendant de longues années, on a toujours évolué comme cela. Mais quand vous prenez des pays développés, où la justice est aux aguets, quand il y a ce type de situation, qui plus est, il y a de pertes humaines, vous avez des enquêtes qui sont ouvertes. Donc, du coup, ça a un impact sur le travail que chaque personne doit faire à son niveau. Et parlant du travail que chaque personne doit faire, quand on prend le cas de ces grandes voies d'accès, il a été révélé pour les dernières données, j'imagine que vous les avez aussi, que ce sont des ponts aussi érigés en zone marécageuse, qu'on aurait pu éviter qu'on en soit arrivé à là. Et pourtant, il s'agit encore de la responsabilité de l'État. Alors ça, nous venons d'avoir cette information ce matin par les médias à travers la conférence de presse du ministre de tutelle hier, qui a expliqué qu'effectivement ces ponts sont érigés en milieu marécageux et que la mise en place de déviations serait difficile. Vous savez, moi j'aime bien dépassionner ce type de débat. Est-ce qu'il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans, il y avait d'autres endroits où on pouvait ériger ces ponts? La réponse n'est pas évidente. Mais ce qui est, en tout cas, ce qui est de notre conviction en tant qu'homme du secteur, c'est qu'un suivi aurait permis, par exemple, de nous rendre compte que il y a des prévisions, il se peut qu'il y ait des catastrophes. Nous savions déjà depuis quelques mois que c'était possible. Il y a des alertes donc, de spécialistes comme Brice, mais aussi de d'autres institutions, n'est-ce pas? Et le sinistre s'est déjà produit dans des pays voisins. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu un diagnostic de nos ponts qui ont été faits? Je n'ai pas l'information, je ne peux pas l'affirmer oui, je ne peux pas le dire non plus non. Mais après, quand vous avez ce type de sinistre, on peut vous dire si. Mais nous aurions aimé que hier, par exemple, lors de la conférence de presse de l'autorité, qu'on puisse nous dire oui, ce travail a été fait, nous étions dans une démarche de rechercher des ressources ou tout au moins d'interdire, par exemple, le passage au-delà d'un certain nombre de tonnages sur certains ponts. Et donc, quand on réfléchit dans ce sens, on se rend compte que les responsabilités s'effritent et deviennent très, très, très partagées à tous les niveaux. Donc, personnellement, le débat n'est pas de savoir qu'est-ce qui aurait dû être fait,
Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir? Globale, qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir? À l'avenir. Alors, la question, je voulais vous la poser tout à l'heure, mais en attendant, sur la question des responsabilités évoquées par le ministre, les mesures palliatives qui auraient dû être envisagées, en somme, cette sortie, comment vous l'avez suivie? Moi, je traite ça, vous m'excusez les mots, d'irresponsabilité. Vous voyez, la présence du ministre José Tonator, lorsque je proposais il y a quelques mois, la liste de présence est là. Lorsque le chef de l'État l'a instruit pour me recevoir, on devait régler ce problème depuis. Il est présent. Il y avait même le DGIGN. Le chef de l'État les a instruits tous pour qu'on me reçoive sur cette affaire-là depuis des mois. Et je vous assure que je me rends compte en fait que presque rien n'a changé. On a envie, en fait... Non, ils sont là, ça fait 3 ans. On a envie... Presque. Bon, bientôt 3 ans. Oui, quand vous dites que rien n'a été fait... Je n'ai pas dit que rien n'a été fait, mais presque rien n'a été changé. Déjà, l'effort d'identification... Parce qu'en Belgique, j'ai eu la chair de poule lorsque les experts belges qui étaient venus faire le diagnostic en 2010 ont affirmé aussi ouvertement que des chiffres ont été gonflés. Et lorsque aujourd'hui, je suis surpris c'est en situation de crise, on souhaite voir vivre les populations sujettes à ces catastrophes et faire de l'appel à l'aide internationale. On se dit que nos autorités ont envie de s'enrichir sur du crime. Non. Alors, il ne faut pas voir le sujet sous cet angle-là. Aujourd'hui, le drame, le danger est déjà là. Disons, oui, le danger, le terme plus exact, est là. Et il faut parer au plus pressé, et c'est de l'investissement. Cet investissement, il fait face en saison pluvieuse, ça devient encore plus corsé. Et là, le Bénin, pour le statut qui est le sien, a forcément besoin de tendre la main. On ne va pas le refuser aux autorités. Vous savez, monsieur le journaliste, le 4 juillet, mon dernier courrier au ministre, et voici la réponse par rapport à ces mêmes dispositions. Il me renvoie à l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. La protection civile est différente de l'ingénierie des risques et catastrophes. Parce que protéger les civils, c'est en situation de crise. Mais il faut des ingénieurs. Ce n'est pas la gestion des risques et catastrophes, ce n'est pas question de projet système d'alerte précoce. Non. C'est sérieux cette affaire. Ce n'est pas question d'institution ce n'est pas question de lobby. C'est question d'ingénierie. Il faut des ingénieurs. Vous parlez tout à l'heure des ponts. Il y a des ingénieurs spécialistes en risques industriels et technologiques, en risque en matière de génie civil. Et lorsque des ingénieurs spécialistes, par exemple, des risques et catastrophes naturelles, comme nous faisons des prévisions, ces ingénieurs du génie civil, spécialistes des risques industriels, et même, il y a des ingénieurs qui sont spécialistes de tout ce qui est risque au niveau des barrages. Nous avons reçu des alertes il y a 72 heures, 48 heures, par exemple, que le barrage de Nabikol sera débordé. Moi, j'ai quitté Lomé hier. On est à quelques centimètres, l'eau est à quelques centimètres du goudron. Et si ce barrage déborde, où en serons-nous? Alors, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de technique. Et là, quand vous prenez l'ANPC, il y a un spécialiste, il y a un cadre de l'ANPC qui m'écrivait hier. Moi, je lui ai demandé quelle est ta spécialité. Il dit qu'il est mathématicien. Mais c'est normal, le rôle de l'ANPC, c'est de protéger les civils. Mais nous avons, lors de nos rencontres avec les cadres du ministère du cadre de vie, il y avait aussi le PNUD, il y avait les ONG internationales qui étaient présents. On s'est convenu qu'aujourd'hui, le Bénin, il est nécessaire pour le Bénin de disposer d'une agence multirisque. Mais où en sommes-nous? Lorsque le ministre même me fait envoyer un pareil courrier pour me renvoyer vers l'ANPC au nom de mes égaux, je n'irai pas. Je suis désolé qu'il aille revoir le chef de l'État qui l'a instruit. Mais en attendant, il se trouve que là, il y a urgence. Il y a urgence. Que faudra-t-il faire pour éviter le pire? Le ministre s'est voulu rassurant. L'asphaltage annoncé pourrait être la porte de sortie à ce problème. Vous, spécialistes, vous avez suivi le ministre. Le citoyen lambda s'est un peu interrogé en se demandant mais comment ceci peut être le répondant fiable à ce problème qui devient plus que récurrent. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Vous savez, moi aussi, je fais partie de ces citoyens qui pensent que ces différents projets vont être des solutions. Mais moi, j'ai commencé à m'inquiéter depuis quelques jours. Pourquoi? Parce que j'ai eu une discussion avec un membre, effectivement, de l'Agence nationale de protection civile, donc la plateforme qu'ils ont mise en œuvre, qui est multidisciplinaire, et qui expliquait techniquement les difficultés
que même ce projet est en train d'avoir. Déjà ? Déjà. C'est-à-dire que on va enlever sans doute le couvert pavé et va être remplacé sur certains axes. Ce n'est pas de nouvelles voies. Les nouvelles voies qui sont en train d'être prévues sont très accessoires. Donc, on va se rebaser tout simplement sur l'existant. Mais pour pouvoir agrandir les caniveaux, il faut de l'espace. Or, aujourd'hui, sur beaucoup de grandes voies à Cotonou, eh bien, les gens sortent de leur maison et ont déjà le trottoir au bord de leur voie. Donc, ce sera extrêmement difficile d'agrandir les caniveaux. Mieux, ce monsieur a fait une analyse que j'ai trouvée très réfléchie. Il dit, dans beaucoup de nos maisons à Cotonou, pour éviter l'inondation, qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Nous mettons du carreau, nous mettons des pavés, nous mettons du ciment. Du coup, tous les eaux qui tombent dans nos propres concessions sont redirigées vers où? Vers la rue. Et les caniveaux ne sont pas dimensionnés pour recevoir le surplus d'eau, recevoir l'eau venant de nos maisons, recevoir aussi, malheureusement, les incivismes, puisque dans ces caniveaux se retrouvent des déchets solides qui n'ont rien à faire là. Et du coup, les ouvrages d'assainissement qui sont prévus normalement pour recueillir ces eaux et les conduire vers un certain nombre de lieux d'écoulement, ne jouent plus leur fonction. Et nous avons posé une question à cette rencontre il y a quelques semaines. Pourquoi à Cotonou et environ, on n'a pas de cuvettes naturelles? Quand vous allez dans d'autres pays, vous avez des zones naturelles qui sont aménagées pour recevoir ce trop-plein d'eau. Et cet expert nous a fait remarquer que lorsque dans ces villes, nous avons des cuvettes naturelles, soit ça a été parcellisé et donc vendu à l'habitation, ou deux, quand ça existe, il y a des titres fonciers. Donc du coup, il faudra dédommager un certain nombre de personnes à coût de milliards pour pouvoir récupérer ces zones où l'eau va naturellement. Et l'exemple type, c'est quand vous sortez de Cotonou, vous dépassez dans la zone du CG Godomain, vous allez voir une vaste étendue de terre qui est généralement inondée quasiment toute l'année, mais qui a un titre de propriété. Donc, si l'État veut récupérer, par exemple, cette zone et en faire un bassin de rétention d'eau, il doit dédommager. À partir de cet instant, l'État peut avoir quelquefois la bonne volonté, mais se retrouver face à certaines difficultés. Maintenant, il y a le pouvoir régalien de l'État. Les gens nous ont dit ce jour-là, oui, on peut exproprier. Mais après, ça fait un débat de fond, un débat de droit, un débat d'opportunité à le faire ou à ne pas le faire. Mais toujours est-il que pour nous, membres de la société civile, qui avons la chance quelquefois de nous balader d'un pays à un autre, il y a des choses qui sont faites. Et quelquefois, nous nous déplaçons quelquefois avec des responsables de ces structures-là. Et quand nous revenons au pays, nous nous demandons pourquoi on ne fait pas que, à défaut, copier ce qui se fait de bien ailleurs. Et c'est là où la réflexion, on nous dit semaine, mais nous avons l'impression que c'est lent. En 2010, nous sommes aujourd'hui en 2018. En 2010, il y a eu les inondations que tous les spécialistes affirment qu'on a été dans des chiffres records. Plusieurs dizaines de milliards de préjudices à l'économie béninoise. En 8 ans, les avancées qu'on a connues, sont-ils à la hauteur des catastrophes qu'on a eues? C'est là, moi, les questions que je me pose. Certains vous diront oui. Certains, comme nous pensons qu'il faut encore faire plus. Et c'est là où le débat se situe. Et on se retrouve encore dans une nouvelle catastrophe 8 ans après. Ouais, 8 ans après, on a comme l'impression que ça ne bouge pas sérieusement. Mais le gouvernement a promis, les choses se feront autrement. Une plateforme déjà disponible, multidisciplinaire, et votre vis-à-vis l'a dit. Mais en dehors de ça, il y a le projet phare qui fait rêver les Béninois, l'asphaltage, qui pourrait être une réponse à la situation que vivent aujourd'hui les populations. Vous savez, je suis spécialiste de la télédétection. La télédétection. Mais on n'est pas dans la télédétection actuellement. On n'est pas dans la télédétection, mais vous savez, lorsque l'on fait de l'imagerie satellitaire et qu'on veut faire, par exemple, on veut initier des projets d'asphaltage, il faut connaître le profil altimétrique des différentes villes. C'est connu, c'est très important.
On n'a pas de relevé géodésique actuellement à Cotonou. Je suis désolé. Il y a des projets qui sont en cours. Je suis désolé. Moi, j'ai utilisé récemment pour faire la cartographie du risque d'inondation. Je suis, en tout cas, l'un des rares béninois qui s'est traité les données LIDAR. Et j'ai eu à utiliser une base de données d'images satellitaires qui coûte près de 50 millions pour faire la cartographie du risque d'inondation à Cotonou. J'ai des images satellitaires où vous verrez les toitures de maisons. Donc vous êtes craintif par rapport à ce qui a été annoncé compte tenu de l'existant. Voilà. Et moi, je me dis, c'est encore du Mamadou et Bineta. Puisqu'il faut se baser d'abord sur ce qui est réel. On ne connaît pas la morphologie réelle du paysage à une certaine précision. Et alors, on va investir l'asphaltage, on reviendra encore aux mêmes catastrophes. Parce que c'est une question de technicien, ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de politique. Les politiques sont entourés de techniciens. Vous pouvez, par exemple, pour le travail que vous avez déjà abattu dans ce sens, reverser vos données aux autorités. Ça peut être utile. Ça peut être utile. La preuve, lorsqu'on a rencontré le ministre José Tonato, il y avait la présence de l'IGN, le directeur de l'IGN, il n'avait pas ces données. Je lui ai remis la base de données LIDAR qui pèse des dizaines de gigas. Je n'ai pas vendu ça. Mais aujourd'hui, j'ai remis ça gratuitement, des images qui coûtent de cinquantaines de millions. Vous n'avez pas le retour que c'est en train d'être utilisé? La preuve, je suis traité de lunatique ou de magicien lorsque j'ai fait mes prévisions plus tard. Quand vos prévisions n'ont pas été prises en compte? Mes prévisions n'ont pas été... ce qui me choque, c'est que Mme Adjovi Bokor a reçu ma cartographie du risque d'inondation du ministre, puisque quand je l'ai réalisée, j'ai envoyé au ministre, j'ai envoyé à la présidence, et elle a été presque l'une des premières personnes à balancer sur les réseaux sociaux. Mais comme plus tard, il y a eu problème de personnes, j'ai été traité de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la nature me donne raison. La nature me donne raison. Et je vais vous dire, lorsqu'un ministre vous appelle, je cache son nom, mais je l'ai dit récemment. Merci de cacher son nom. Oui, mais qui m'appelle pour dire toute proposition venant du docteur Sowe est irrecevable, alors que le chef de l'État l'instruit. Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Sous le coup de la colère. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant et le Bénin a besoin de tous ses enfants ensemble pour relever ce grand défi. Parce que ce qui se joue, votre vis-à-vis l'a dit, si on a la même quantité d'eau que ce qu'on a observé dans certains pays, le Bénin pourra avoir du mal à s'en sortir. Vous savez, moi, là, il faut être dans l'anticipation. Moi, j'ai réalisé ma thèse de doctorat sur les péjorations pluviométriques. Je peux dire que je suis l'une des premières personnes à réaliser à l'échelle nationale les cas de baisse pluviométrique. Je sais traiter les données climatiques. Vous savez, sur Cotonou, j'ai traité les données sur 50 ans. J'ai étudié le comportement de la pluie sur 50, la pluie journalière sur 50 ans. J'ai ces données, j'ai envoyé au chef de l'État encore. J'ai envoyé ça au ministre. Et nous savons ce qui se passe normalement, la probabilité qu'on ait tel. Alors, est-ce qu'actuellement, on est sur la bonne voie pour finir une fois pour toutes avec ce problème? On a vu le programme plutôt 3CI qui a eu du plomb dans l'aile. Il paraît que ce que nous vivons actuellement, c'est aussi la conséquence d'une mauvaise application de ce programme. Et aujourd'hui, avec la nouvelle vision, on pourrait sortir de l'auberge. Mais vous savez, moi, en toute sincérité, si on m'appelle, je vais refuser à part le chef de l'État lui-même. Parce que quand j'ai fait mes mêmes prévisions, les mêmes personnes qui sont dans les systèmes SAP, je vais cacher son nom, mais on m'écrit pour dire, docteur Sow, on n'a plus besoin de toi à l'université. On a menacé mon recrutement, je n'ai pas été recruté. Donc, du coup, c'est une mafia, cette affaire-là. On veut que les populations soient submergées d'eau. Ceux qui disent la vérité, mais où en sont-ils? Aujourd'hui, on nous empêche le dialogue et on souhaite qu'on ne soit pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes sérieux? Aujourd'hui, le dialogue n'existe plus? Il n'y a pas de dialogue. En tout cas, moi, un ministre m'a appelé, il dit toute proposition venant du docteur Sow est irrecevable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En entendant de vous faire des suggestions au plateau, mais déjà jeudi, il y a des structures habilitées à éviter qu'il y ait des genres de confrontation, de barrières entre citoyens qui peuvent être utiles au développement de la nation. Suivez mon regard, le médiateur de la République peut aider à recevoir un dossier comme celui-là. Puis s'il s'agit du Bénin, de bâtir le Bénin, nul ne sera de trop. Et j'imagine que le ministre l'a dit sous le coup de la colère ou qui vous doitez là et que ça va être corrigé. Oui, Maoussé, aujourd'hui, il est question de trouver les voies et moyens pour éviter qu'on arrive à des situations vraiment déplorables. Les diagnostics posés, les suggestions actuellement en cours, leur conjonction peuvent-elles aider à éviter vraiment le pire? Ou que faut-il faire? Le cas Cotonou reste un cas très préoccupant. Alors, je vais vous dire ceci. Chacun est dans son rôle.
D'accord? L'État est dans son rôle régalien. C'est de sa responsabilité de prendre en compte des alertes. C'est de sa responsabilité de ne pas aussi prendre en compte. Et il a ses raisons. Mais toujours est-il que quand les populations se retrouvent dans le cynisme, c'est à lui aussi de se mettre à courir et d'apporter les solutions. Moi, je suis au Bénin depuis quelques années maintenant, et j'ai toujours vu... J'ai pas vu toujours de la proactivité. On est toujours dans la réaction. Et pas forcément dans de la prévision. Ou tout au moins, les prévisions, ou tout ce qui rentre dans la prévision, il n'y a pas de communication qui entoure. Donc du coup, les populations et nous autres acteurs, nous sommes quelquefois mal informés sur ce qui est fait à ce sens. Mais c'est quand il y a le cynisme et on descend pour régler les problèmes, c'est là où il y a de la communication autour. Donc, première des choses, et l'une des propositions que nous faisons, il faut changer ce paradigme. Quand vous allez en information, quand ils vont en information, quand ils vont en sensibilisation avant le cynisme, il faudrait aussi que ça puisse être dit. Maintenant, est-ce que lorsqu'un quartier est déjà inondé, qu'on va avec du matériel lourd pour ouvrir des tranchées, est-ce que ça apporte une solution? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est durable? Malheureusement, c'est non. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire cette tranchée avant que l'eau n'arrive? Du coup, l'eau arrive, ça s'en va. Pourquoi attendre d'abord que les gens aient l'eau dans les pieds dans l'eau avant de commencer à courir pour réaliser ces ouvrages? C'est là où moi, j'ai jamais compris un peu comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faudra qu'on nous explique ça. En tout cas, en ce qui me concerne. Pourquoi il faut attendre? On sait que de telle période à telle période, comment un peu on cure les caniveaux, un peu à Cotonou. Pourquoi dans les quartiers qu'on connaît inondables, où on a donné des titres d'habiter dans des zones inondables, on sait que aussi bien que 1 + 1 fait 2, même si c'est 1 centimètre d'eau qu'il y aura dans ces zones, il y aura des inondations. Pourquoi ces dispositions ne sont pas prises en son temps? Puisque nous intervenons pour le bien des populations. Et quand on parle d'inondation, même si c'est 24 heures, c'est le palu, c'est les maladies diarrhéiques. Et ça, on n'a pas encore peut-être de spécialistes pour les calculer. Mais lorsque vous avez ici un journaliste comme Joël Yetonji, dont sa maison est inondée, il se trouve comment en ce moment sur ce plateau? Donc, il y a une diminution de la productivité nationale. Alors, on n'a pas peut-être de spécialistes pour calculer tout ça. Et peut-être, si on le faisait, on se rendrait compte que on a plus de choses à perdre en ne nous occupant pas de ces sujets-là de façon définitive. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des choses aussi qui sont en train d'être faites. J'ai suivi beaucoup l'actualité ces derniers temps. Si j'ai une reproche à faire, est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer plus tôt? Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il faut peut-être que sur ce plateau, on ait les différents responsables de la NPC ce matin. Nous les avons contactés. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Ils sont très occupés actuellement. Ils ont sensibilisé les journalistes, ils ont sensibilisé les élus locaux, ils ont fait un certain nombre de choses qu'on aurait souhaité les voir faire plus tôt et qu'ils communiquent sur ce qui se fait. Parce qu'on leur jette la pierre quelquefois parce qu'on n'a pas l'information. Mais il faut qu'ils communiquent sur ce qu'ils font. Après, ils vont nous dire, oui, l'État n'est pas là à répondre à X et à Y. Mais quand on laisse perdurer le flou, tout le monde s'inquiète, quelquefois de bonne foi. Donc, comme j'ai dit à ce haut responsable la dernière fois à Boycon, il faudrait qu'ils communiquent sur ce qu'ils font, que nous qui sommes des ONG, qui travaillons avec les populations sur les sujets de climat, nous puissions par exemple, moi je travaille aujourd'hui dans le 7e arrondissement de Cotonou, que je puisse dire par exemple, ok, vu les alertes, vu un certain nombre de choses, voilà l'aide que la société civile peut apporter. Nous sommes quelquefois au contact des populations. Nous pouvons partager un certain nombre d'informations plus facilement avec eux que n'importe quel média. Les personnes qui sont les plus vulnérables dans ces conditions, généralement et quelquefois n'ont pas de smartphone. Donc il faudra aller vers eux. Et ça, c'est le rôle des ONG de la société civile. Et comme je l'ai dit sur certains forums, ce sujet de risque et catastrophe, et c'est là où quelquefois je ne suis pas trop d'accord avec le docteur Brice, c'est que c'est devenu un sujet élitiste. Et ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question de docteur, à mon avis,
C'est une question où les docteurs font de la recherche, ils amènent leurs informations et que ça puisse être utilisé pour faire de la sensibilisation au niveau des populations. Que ces alertes puissent être traduites dans nos langues locales, le fon, le goût, le yoruba, etc., pour que les personnes... Donc qu'ils aillent au-delà. Et qu'ils aillent au-delà. Brissot, oui, le combat que vous menez pour le bien commun, on voudrait que vous... C'est vrai, vous aurez besoin d'appui pour pouvoir y arriver, mais que vous essayez de déplacer un peu les pions vers les premiers concernés, eux qui savent souvent plus écouter, parce qu'ils vivent la situation. Vous savez, les chercheurs, il ne faut pas leur jeter la pierre parce que lorsque moi, sur fonds propres, je ne reçois rien de l'État, je n'ai jamais reçu un financement d'un Béninois jusqu'à ce jour. Jamais, si vous avez la preuve. Et que j'utilise des images satellitaires de 50 millions et que je réalise des travaux de prévision et que l'autorité même me jette la pierre. Vous voulez que moi, je caresse l'autorité? Vous voulez que moi... j'ai utilisé encore mes ressources, mes propres ressources, lorsque, par exemple, j'ai demandé un appui financier au président de la République, par exemple, pour certains sujets. Vous savez, l'inondation, ce n'est pas que ce qu'on est en train de voir là. Il y a encore d'autres préjudices sur la sécurité alimentaire. Et là encore, j'ai proposé des solutions au chef de l'État, qui a ainsi le ministre de l'Agriculture, qui m'a appelé pour me dire que toute proposition venant de moi est recevable. Je vous assure que les hommes de science sont limités dans leurs moyens. On ne peut pas nous-mêmes utiliser nos ressources, faire des prévisions et encore utiliser ces mêmes ressources pour aller sensibiliser à l'échelle nationale. Où sont les milliards que nos autorités reçoivent à l'international des Nations Unies et autres pour pouvoir communiquer? Mais je suis choqué lorsque, depuis décembre, moi, j'ai eu, avec mon équipe technique, à faire des propositions en matière de calendrier agricole. Heureusement que l'INRAP, l'Institut national de recherche agronomique, nous a payé quelques prestations qui ne sont pas quand même à la hauteur de ce qu'on a eu à faire. J'ai transmis au ministre de l'Agriculture, par exemple. Et lorsqu'on était même avec les cadres de l'INRAP, il y a quelque chose de très important qui était sorti, qui a rapport avec l'inondation. Les gens pensent que l'inondation, c'est seulement les catastrophes que nous voyons. Il y a encore l'inondation des terres agricoles qui entraîne l'insécurité alimentaire, food insecurity. Alors, à quoi nous pensons aujourd'hui lorsque, vous savez, hier, j'ai eu un témoignage quand je revenais de Lomé parce que j'étais au Togo et qui m'a vraiment donné de l'espoir. C'est un agent forestier dont je tais le nom qui m'a dit mes prévisions lui ont servi à faire un reboisement et aujourd'hui, il est dans Dassa. Aujourd'hui, il n'est pas inondé. Ça lui a servi depuis des mois à le faire. Et que lui, il a suivi de près et que ça lui est utile aujourd'hui. Il m'a envoyé encore des images d'écoles et donc des rues. Et les enfants sont exposés maintenant pour aller à l'école. Donc du coup, c'est que les hommes de science sont limités dans leurs moyens. Je vous assure. Ils sont choqués parce que quand tu présentes des résultats que les autres qui ont des financements au sein de l'État, ils n'arrivent pas à avoir, tu deviens menace pour leur poste. C'est une question de responsabilité. Alors, les sécurités alimentaires, vous en parlez tout à l'heure, parlons-en. On ne peut pas oublier ces inondations d'il y a 8 ans qui ont fait d'énormes dégâts. Et parlant des sécurités alimentaires, beaucoup l'ont encore en mémoire. On se rappelle surtout la zone de la vallée de l'Ouémé, où les terres étaient, en tout cas, non seulement pas cultivables, les cultures qui étaient presque à maturation, on ne pouvait plus les récupérer. Des bétails qui étaient exposés, on a perdu des têtes de bœufs et autres. La suite, vous la connaissez. Sur ce plan, vous dites tout à l'heure avoir fait aussi un travail. Antoine, quel est le point de la situation aujourd'hui? Le point de la situation, d'abord, le travail que j'ai eu à réaliser, c'est l'impact du dérèglement climatique sur la production agricole. On a eu à faire des prévisions, même à l'horizon 2030. Et j'ai eu à faire l'horizon 2030 avec le modèle Aquacrop de la FAO. Tout en s'inspirant de ce qui s'est passé il y a 8 ans en arrière. Voilà, il y a 8 ans en arrière, par exemple. Et donc, du coup, on a utilisé des modèles qui sont homologués par la FAO. Et donc, du coup, on a utilisé des données sur tous les 7 pôles de développement agricole au Bénin. J'ai eu à envoyer le rapport au ministre de l'Agriculture. J'ai eu à envoyer le rapport au chef de l'État. J'ai initié moi-même un renforcement de capacité des acteurs de la société civile. Et je remercie M. Chabi Sika, le directeur du laboratoire central, qui m'a permis d'obtenir une salle
dans son centre où j'ai renforcé les capacités pour ces genre de prévision-là. Et quand j'écrivais au ministre de l'Agriculture, il ne m'a pas répondu. J'ai demandé son appui technique, il n'a pas répondu. Et malgré que j'ai fini... C'est quoi aujourd'hui la situation? C'est vrai, vous n'avez pas eu de suite. On comprend que c'est un problème qui demeure aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre espoir. Ça va être La dénoué. situation, c'est que je suis irrecevable par le ministre de l'Agriculture. Il m'a appelé. Je suis irrecevable. Alors, bon, la situation sécurité elle-même, c'est vrai, vous êtes irrecevable, mais il ne manque pas d'écouter ce que vous êtes en train de dire. C'est sûr, il y a un travail qui se fera. Nous, on ne perd pas d'espoir que d'ici là, on va pouvoir régler ce problème parce que la nation a besoin Monsieur de tous ses Joël, enfants. Non, ne désespérez je ne suis surtout pas un milliardaire. J'ai fini l'encre au niveau de mes imprimantes. J'ai fini. Vous voyez tout ce qui est ici, là. J'ai les preuves, c'est ça. À vos propres frères. Voilà, à mes propres frères. Autant. Pour les populations, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, ces émissions, c'est aussi pour aider le grand nombre. Pour nos populations qui sont déjà dans la situation, les élus locaux qui sont aussi quelque part très concernés par ces situations, qui peuvent aider à éviter le pire chez eux. Qu'est-ce que vous recommandez par ces temps-ci? Moi, je recommande tout simplement que même si on ne veut pas, nous, nos têtes, qu'on écoute nos propositions. C'est-à-dire qu'on a renvoyé un certain nombre de résultats, de travaux au ministre de l'Agriculture et au chef de l'État, qu'on fasse une communication sur ces sujets-là, parce que les paysans doivent savoir les risques liés à l'agriculture à l'échelle nationale. On a envoyé les résultats. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je ne peux pas utiliser mes ressources pour faire ce genre de travail-là. Je suis désolé. Mais les prévisions ont été faites et j'ai même alerté l'autorité qu'il y a risque d'insécurité alimentaire à l'instant où moi je vous parle. Et heureusement qu'on a un pont qui nous sauve. Sinon, le Burkina Faso vient acheter, l'IAM est menacé actuellement. Vient acheter, il monte le prix pour vendre ça au Burkinabé. Et aujourd'hui, la disponibilité de l'IAM est aujourd'hui devenue un problème. L'année dernière, j'ai publié un livre appelé « L'agriculture au Nord Bénin menacée par le dérèglement climatique ». Et là encore, j'ai identifié l'IAM et deux céréales, et le maïs. Et donc, du coup, c'est qu'il faudra qu'on intègre cette politique de risque d'inondation, même avec le lien avec l'agriculture. Qu'allons-nous faire lorsque on nous choque autant? Maoussé, oui, et un autre débat face à un problème quand même dangereux. Est-ce qu'il faut apprécier plutôt la situation autrement, prendre de la hauteur, tout en espérant que par rapport à ce problème qui n'est pas un détail non plus, une solution soit trouvée parce qu'on est déjà là en pleine urgence? Oui, moi j'ai les chiffres communiqués par la plateforme des risques et catastrophes. En 2010, 71% des Béninois étaient en situation d'insécurité alimentaire. 11% de la population affectée se sont retrouvés en situation d'insécurité alimentaire après les inondations de 2010. Donc ce chiffre doit faire réfléchir. Maintenant, proposition concrète. Vous savez, nous on est de la société civile et des ONG. Et notre rôle, c'est quelquefois de dire le sens dans lequel vous allez, c'est bien, mais jusqu'à il y a quelques années, beaucoup de scientifiques qui étaient de la société civile avaient du mal à se faire entendre. Je crois que ce paradigme est en train de changer. Et sur ce plateau, on a le docteur Sohou, mais on a un de ses doyens, le professeur Michel Boko, qui est prix Nobel du GIEC d'il y a quelques années, avec le GIEC, qui ont fait des prévisions. Ça, c'est de la haute science. Nous sommes à ce niveau. Et nous avons ces gens-là qui sont avec nous, au Bénin, qui quelquefois font des travaux de recherche qui sont utilisés par des institutions internationales pour faire des prévisions au niveau international. Donc, je crois que le Bénin a tout ce qu'on a besoin en termes de chercheurs. Ce qui manque, on peut toujours les trouver afin de faire des planifications. Mais maintenant, vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Oui. Déjà, il faudrait que toutes les villes qui sont déjà sinistrées ou qui sont probables sinistrées dans les jours à venir, eh bien, commencent par relire leur plan de contingence. En ce moment où nous vous parlons, la mairie d'Atchémé est en train de le faire et ils ont invité tout le monde. Et j'y veux, mon organisation est actuellement représentée à Atchémé pour accompagner la mairie dans la relecture de son plan de contingence. Ce qui est très important. Ça permettra aux différents acteurs de revoir leur gamme pour que si dans les jours à venir, effectivement, le mono déborde, tout le monde puisse savoir chacun va jouer
son rôle. Alors, nous appelons que les autres autorités décentralisées aillent dans ce sens. Deuxième chose, il ne faudrait pas qu'on retombe dans les erreurs de 2010, et je crois que la plateforme déjà a réglé ce problème, c'est-à-dire qu'on n'aille pas dans des actions individuelles, c'est-à-dire nos amis de la société civile que nous sommes, nous allons vers les populations, l'État va avec les populations, les bailleurs internationaux aussi viennent avec les populations, mais que ce soit coordonné. Et je crois à ce niveau, les leçons de 2010 ont été tirées et je crois qu'on n'aura pas de problème à ce niveau. Mais tout le monde doit jouer sa partition. Les médias, nous parlons là en français. Il faudrait que ça puisse aller dans les langues locales pour que les gens comprennent que ce n'est pas de l'amusement. En 2010, nous avons eu, je crois, selon les chiffres qui a été communiqué, nous avons eu jusqu'à 46 morts. Et le docteur Sow tout à l'heure a dit que c'est l'ignorance quelquefois qui tue. Lorsque les populations ne veulent pas partir parce que leur bétail, parce que leur culture, parce que leur bien, le sinistre est arrivé. Donc il faut commencer déjà. Et rappelez-vous qu'en 2010, c'était vers le mois d'octobre. Oui. Donc nous ne sommes pas loin. Et je me rappelle, j'habitais Sainte-Cécile et pour sortir de chez moi, c'était avec pirogue. Et pourtant, c'était sur le pavé. Donc il faudrait commencer par demain. Maintenant, il y a des normes personnelles à prendre. Vous avez vu des affiches que le gouvernement a mis à disposition qui circulent sur les réseaux sociaux, que chacun puisse, au niveau individuel, prendre cette disposition pour pouvoir réduire, bien entendu, l'impact personnel sur ces choses. Alors, pour ces questions, beaucoup pensent qu'il y a des villes stratégiques qui peuvent servir de réceptacle, pour ainsi dire, d'hommes. Donc, essayer de recueillir le trop-plein dans certaines zones potentiellement inondables. On a identifié par exemple Abomey-Calavi, Porte-Nouveau comme des villes-pôles qui peuvent aider à recueillir le trop-plein de Cotonou souvent inondable. C'est vraiment une formule qui peut prospérer? Pour ma part, c'est d'abord une question de responsabilité. Quel que soit ce à quoi nous pensons, sans une volonté politique stratégique, on n'y peut rien. Les mairies et l'ANCP, ils ont leur rôle. Vous comprenez? Ils vont gérer la situation de crise. Ça, c'est clair. Mais il faut prévenir aussi. Nous avons encore la chance d'évaluer le niveau de risque actuellement et de limiter un certain nombre de catastrophes. C'est là que j'apprécie le communiqué il y a 48 heures ou 72 heures de la présidente du gouvernement du Bénin par rapport aux mesures qu'il faut prendre. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Parce qu'il y a certaines personnes, des populations ignorantes, qui vont s'électrocuter pour rien. Lorsque vous constatez que votre maison est en train d'être inondée, la première des choses, c'est d'aller éteindre le compteur. Vous voyez? Donc, il faut une communication en situation de crise. C'est les spécialistes qui le font. Alors, le combat, dans la durée, devra s'appuyer sur quel pilier? Espérer vraiment finir avec ce spectre. Le combat doit s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier technique. Le deuxième pilier, c'est le pilier opérationnel et stratégique. Et le troisième pilier, c'est carrément le pilier gestion. Puisque tant que nous n'avons pas derrière nous les ingénieurs, les techniciens, les spécialistes qu'il faut pour nous orienter, les mairies ne sont pas formées pour ça. Même quand l'ANPC a ces informations, elle pourra mieux protéger les civils. On n'a pas besoin d'aller faire de l'appel à des techniciens, à des ingénieurs à l'international qui n'ont presque pas de compétences comme certains Béninois qui ont ces compétences-là pour mieux prévenir. On n'a pas besoin de gaspiller d'abord. D'abord, donc, il faudra faire un diagnostic actuel de ce qu'on a comme ressources humaines dans les brefs délais et faire de la... C'est comme il a dit, on ne peut pas faire cette lutte-là de manière individuelle. Il faut des actions concertées et apporter l'information à ceux qui vont gérer la crise et communiquer en situation de crise. Merci, chers invités. Ce n'est qu'un premier plateau consacré à un sujet qui n'est pas à banaliser. Le danger est imminent, ça peut arriver à tout moment. Mais dans la prévention, on peut toujours éviter le pire. Moi aussi, on dit, si vous avez comme un message ultime, quel est-il? C'est appeler les populations à la prudence. La meilleure protection civile, c'est la protection qu'on se fait soi-même. Quand on habite les zones inondables, il faut prendre des dispositions et peut-être
migrer vers des zones moins inondables à l'avenir. Il faut prendre des mesures comme couper le courant, prendre des mesures comme avoir de l'eau potable à disposition, etc. Ça, c'est des mesures individuelles. À l'endroit, au niveau des pouvoirs décentralisés, il faut revoir le plan de contingence. Au niveau des préfectures, il faudrait que les préfets revoient s'ils ont des zones inondables dans leur périmètre, et bien que ça se fasse à ce niveau. Maintenant, vous avez parlé des villes dortoirs. Moi, je suis en train de voir quelque chose à long terme. Cotonou était inondable, mais n'était pas inondé comme c'est maintenant. C'est la pression. Donc, du coup, les villes qui vont nous recevoir, éventuellement, est-ce qu'on est en train déjà de construire ces villes dans une logique de prévention de risques et catastrophes? Une grosse interrogation est pertinente. En quelques minutes pour conclure. Je remercie le gouvernement qui est en train de prendre des mesures pour communiquer en situation de crise. Je souhaite toutefois que, en tant que spécialiste des risques et catastrophes, que le gouvernement pense à ce qu'on appelle les mesures de transposition du risque en situation de crise, comme par exemple l'assurance risque inondation. Et il faudrait donc en penser et coordonner de manière concertée pour réduire les situations de catastrophe aux populations. Merci à vous, Brice Sessou. Merci. Moi aussi, entendu, chers téléspectateurs, merci pour l'attention. 100% Bénin, le numéro du jour, ce sera tout. Que faut-il faire pour finir avec le spectre persistant de l'inondation au Bénin, dans les grandes villes et ailleurs? Voilà l'essentiel à retenir de l'émission du jour. Les spécialistes ont essayé d'apporter leur grain de sel. Nous espérons avoir porté une petite contribution à cela. Demain, c'est un autre jour pour des débats encore plus instructifs sur la question pourquoi pas. 100% Bénin, nous faisons compagnie. Si cette citation de l'écrivaine française Sophie Cortin: se donner à ce qu'on aime, ce n'est pas perdre son indépendance, c'est en user. Merci pour l'attention. À très bientôt.